Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle conférence du nouveau cycle Univers. Alors ce cycle Univers, je vois que dans la salle il y a des fidèles, mais il y en a certains qui le connaissent peut-être pas. Il existe depuis près de 30 ans et il nous a permis d'accueillir vraiment des grands noms de la physique et de l'astronomie. J'en citerai que quelques-uns. On a eu le prix Nobel de physique 2022 l'année passée, Alain Aspect. Il y a eu Hubert Reeves qui est venu, il y a eu Hélène Courtois, il y a eu Aurélien Barraud, voilà, il y a toutes ces belles personnes. Et donc la soirée d'aujourd'hui, elle est vraiment dans la continuité de cette tradition de belles rencontres. Et alors, avant de vous présenter vraiment la personne que vous êtes venu écouter, je vais peut-être vous remettre un peu en contexte. Il faut savoir que la physique d'aujourd'hui, en fait ça remonte pas à aujourd'hui, elle a quelques gros soucis, il y a des énigmes qui sont assez tenaces. En fait, en physique, on a une théorie qui permet de décrire avec une efficacité assez extraordinaire le monde de l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle la physique quantique. Cette physique, on en parle beaucoup cette année, c'est l'année internationale de la physique quantique. Et il y a une autre théorie qui, elle, est une théorie qui décrit en fait la gravitation. Et pour faire simple, alors les collègues m'en voulaient pas si je simplifie un peu, on va dire que c'est une théorie qui en gros décrit ce qui se passe dans l'infiniment grand, d'accord ? Et c'est la relativité générale. Et donc physique quantique et relativité générale, c'est deux théories qui sont assez opposées. Et chacune de ces théories a plus de 100 ans. Donc c'est des vieilles histoires en fait. Et le rêve des physiciens d'aujourd'hui, c'est d'arriver à combiner ces deux théories ensemble. Il y a un tas de problèmes qui nécessitent cette combinaison des théories, mais encore une fois, quand on les observe, elles sont totalement opposées. Un exemple où une théorie unifiée pourrait être utile, c'est de comprendre ce qui se passe en fait au cœur des trous noirs. Parce qu'au cœur des trous noirs, il y a une grande densité, comme M. Rovelli vous l'expliquera. Les champs de gravité sont très forts, donc ça c'est décrit par leur relativité. Et puis on est dans le monde de l'infiniment petit. Et donc là, on coince un peu. Et jusqu'à présent, quand vous assistez à des conférences sur les trous noirs, on vous dit bon, au cœur du trou noir, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a. On met un nom, on appelle ça la singularité, et puis c'est bon comme ça. C'est déjà pas mal, mais voilà. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a quand même 2 ou 3 grandes tentatives de construction de théories comme ça. Il y en a une qui remonte à la fin des années 60, qu'on appelle la théorie des cordes, dont l'un des papas est Gabriele Veneziano, qui nous a fait l'honneur de venir dans ce même cycle en 2019. Et puis plus récemment, il y a une nouvelle théorie qui a émergé, qu'on appelle la théorie de la gravitation quantique à boucle, dont l'un des papas, c'est Carlo Rovelli. C'est lui qui nous fait l'honneur de venir. Et Carlo Rovelli, en fait, il est physicien, il est italien, il travaille actuellement à l'université Aix-Marseille. C'est un physicien théoricien. Il est aussi philosophe des sciences, c'est un grand spécialiste d'Anaximandre. Et c'est aussi un grand pacifiste, un grand humaniste. Enfin, c'est une magnifique personne et c'est l'un des meilleurs vulgarisateurs de la physique que l'on connaisse aujourd'hui. Alors, en fait, ça faisait quelques années qu'avec les amis et collègues du service de physique de l'univers, champ et gravitation, donc Nicolas Boulanger et Andrea Campoleone qui sont ici présents, on rêve d'accueillir Carlo Rovelli ici à Mons, mais c'est très difficile. Voilà, Monsieur Rovelli est extrêmement évidemment demandé, etc. Et à un moment donné, on s'était un peu résigné à oublier cette idée. Et puis de temps en temps, les astres se mettent bien. Alors loin de moi l'idée de faire de l'astrologie, vous savez ce que j'en pense, mais il se fait qu'on a appris il y a quelques mois que le 26 septembre 2025, eh bien, l'UMONS allait remettre les insignes de docteur honoris causa à devinez qui, Carlo Rovelli. Donc on a hurlé de joie, on lui a envoyé un petit mail, on lui a demandé est-ce qu'on pourrait pas profiter de votre venue ici à Mons pour que vous nous présentiez une conférence. Il a dit oui tout de suite, et c'est comme ça que vous êtes là tous nombreux, et on est vraiment très heureux de ça. Alors, quand je lui ai demandé en fait un titre pour son exposé, il a répondu « Suivez-moi au cœur d'un trou noir ». Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce qu'il faut. Et je lui ai répondu, nous vous suivrons jusqu'à la singularité. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Il y a un formidable voyage qui nous attend, à vos risques et périls, mais pas de panique, nous sommes en bonne compagnie. Nous avons le meilleur guide qui soit. Alors, une dernière chose peut-être avant d'accueillir Monsieur Rovelli sur la scène. On a nos amis de la librairie Scientia qui sont là et qui sont là avec tous les ouvrages de notre invité. Donc il y a Trou blanc qui est le tout dernier bouquin qui est sorti. Il y a L'ordre du temps ici. Il y a 7 brèves leçons de physique. Et puis on a aussi Helgoland qui raconte un peu l'histoire de la mécanique quantique. Tous ces bouquins, je vous assure, ils sont d'une limpidité extraordinaire, ils sont extrêmement stimulants.
Donc je ne peux que vous conseiller à les lire. Et Carlo Rovelli a accepté de les dédicacer tout à l'heure. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, maintenant nous sommes prêts à franchir l'horizon des événements. On ferme les écoutilles, immersion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était très gentil cette introduction. Vous m'entendez? C'est bon, d'accord. D'abord, oui, j'ai passé 20 ans en France, donc en principe, je devrais parler français. Mais les dernières années, j'étais très souvent, presque toujours au Canada anglophone, et donc je parlais toujours l'anglais avec mes collègues. Donc, j'espère que mon français ne va pas me manquer, de ne pas dire des bêtises en français, des choses trop anglophones. Merci à tous d'être venus ici, si nombreux ce soir, c'est vraiment bien, j'assume. J'imagine que vous n'êtes pas tous des super experts de théorie de gravité à boucle, de gravité générale, donc je vais raconter une histoire qui est, j'espère, soit simple à suivre pour tout le monde. Dans la première partie, je vais raconter des choses qui sont bien établies en physique, donc rien de spéculatif ou incertain. Et ensuite, je vais chercher d'être assez clair, de dire où ça commence à devenir, par contre, des choses qu'on ne sait pas et on est en train de faire des théories dans le sens de imaginer des choses possibles à vérifier, à voir. Voilà. Et on parle de trou noir. Trou noir et trou blanc. Vous allez voir quelle est la relation entre trou noir et trou blanc. Donc, pour commencer, je vais vous parler de trou noir. J'imagine que vous avez tous entendu parler de trous noirs. Ils étaient dans les premières pages de tous les journaux il y a quelques années. Et peut-être... Je pense que peut-être la découverte la plus surprenante et aussi plus étonnante de la science des dernières années, derniers 20 ans ou 25 ans, ou 10 ans peut-être, même moins que ça, c'est qu'il y a plein de trous noirs dans l'univers. L'univers est plein de trous noirs. Des gros, des petits, des moyennes, on ne sait pas vraiment encore parce qu'on continue à en découvrir. Ils ont beaucoup... D'abord, ils existent et ils sont beaucoup plus de ce qu'on s'attendait. Et quand je dis ils existent, je veux être clair là. Quand j'étais jeune à l'université, je vois plusieurs étudiants universitaires là, j'ai étudié les trous noirs et mon professeur me rappelle très bien, il disait oui, c'est une belle théorie mathématique, mais probablement il n'y a pas des trous noirs vrais dans la réalité. Et mon livre, qui est écrit par un très grand scientifique, prix Nobel, Weinberg, donc très grand physicien, théoricien, mais aussi qui s'est intéressé à la cosmologie. Le livre dit encore, on peut le voir, c'est écrit dans les années 70, disait, bon, ça c'est la théorie des trous noirs, mais c'est très difficile qu'il y ait des choses comme ça dans la réalité. Alors, tout était faux, il y en a, ils sont là, il y en a plein. Et ça, c'est des images de trous noirs. Ça, c'est les images l'image du trou noir qui était sur les premières pages des journaux il y a, je sais pas, moins qu'une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que c'est un trou noir? La question n'est pas, je commence par là. La question n'est pas banale, parce que, c'est pas évident. C'est-à-dire, si vous demandez à des gens différents dans la science qu'est-ce qu'est un trou noir, vous allez recevoir des réponses assez différentes les unes des autres et qui ne collent pas. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pour quelqu'un, un trou noir, c'est une certaine solution de certaines théories. Pour quelqu'un, c'est l'existence d'un horizon dans l'espace-temps, je veux dire, qu'est-ce que c'est, ou une singularité dans l'espace-temps, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la définition plus claire, plus simple, meilleure sur qu'est-ce qu'est un trou noir, c'est ces choses-là qu'on voit dans le ciel. On en voit plein,
et sont étranges, et je vais vous raconter pourquoi ils sont étranges. Et donc ça, c'est un trou noir. Okay? S'il a exactement la solution de la théorie, ben peut-être si, peut-être oui, peut-être non. S'il y a une singularité, peut-être oui, peut-être non. S'il y a un horizon d'événements, peut-être oui, peut-être non. Mais ça, c'est sur des trous noirs. On a des photos. Donc, quand on a une photo de quelque chose, c'est la chose. On a plein de autres indications à part les photos qui sont ces choses-là. Par exemple, on a les ondes gravitationnelles qui ont été détectées il y a quelques années, qui se forment quand deux trous noirs tombent l'un dans l'autre. On voit des évidences énormes de l'existence de trous noirs. Il y a des centres d'attraction de gravité avec des étoiles qui sont en orbite autour de trous noirs. Et il n'y a rien d'autre qui pourrait être là, sinon une chose comme ça. Donc voilà, il y a plein de ces trous noirs. Mais là, la merveille de ça, c'est que on le voit maintenant, mais comme je dis, je les étudie à l'école avant de les voir. Et c'est encore plus surprenant que ça, parce que il y a, dans un certain sens, on les a découverts deux fois, les trous noirs. Une fois théoriquement, une fois de façon observation, sans se rendre compte que c'était la même chose, pas du tout. Et finalement, on a compris de quoi il s'agissait. Alors, commençons de l'origine. Et après, je m'approche notamment à quand on les a finalement vus. Einstein écrit cette théorie, la grande théorie d'Einstein de la gravité, de l'espace, de le temps, de la courbure. Je vais vous en dire quelques aspects en parlant des trous noirs. 1915. Et très vite, quelqu'un commence à trouver des solutions de cette théorie. La théorie, ce sont des équations qui sont censées décrire le monde. Et très vite, dans un an, quelque chose, des solutions sont trouvées, des solutions qu'aujourd'hui nous savons décrire des trous noirs. Mais au début, c'est pas clair du tout. Les solutions sont très étranges parce que ils décrivent ce qui se passe autour d'une masse, autour de la Terre, autour du Soleil, et le champ de gravité, c'est-à-dire comment les choses tombent autour de cette masse. Donc, c'est assez simple, c'est une version relativiste, une version améliorée de la théorie de Newton, qui nous dit comment les choses se passent autour d'une masse, les choses tombent vers la masse, tout simplement. Mais quand si on imagine que la masse est très lourde et très petite, donc très dense, les équations nous disent qu'autour de cette masse, il y a une surface, une sphère, la surface d'une sphère, dans laquelle quelque chose de très étrange se passe. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, très étrange? Ça veut dire que si on fait le calcul, sur cette sphère-là, le temps s'arrête. Ça veut dire le temps s'arrête. Et l'espace se brise, se sépare à l'intérieur de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Einstein, qui était Einstein, regarde ça et pense, ça ne veut rien dire. C'est pas quelque chose qui va se passer réellement dans l'univers. Je pense qu'il a jamais changé d'idée sur ça. Il n'est jamais arrivé à se rendre compte que c'était une erreur. Cette étrange surface, aujourd'hui on appelle l'horizon, qui est là-dedans, hein, c'est un peu grosso modo dans le noir. Je vais vous dire pourquoi on voit un anneau comme ça. À l'intérieur du noir, il y a une petite sphère, et cette sphère, c'est l'horizon. Alors, beaucoup d'années plus tard, un physicien américain, David Finkelstein, se rend compte, en étudiant des équations, que finalement, c'est pas vrai que l'univers s'arrête là ou s'arrête avant là, qu'on peut rentrer dans l'horizon, on peut passer de l'autre côté de l'horizon. Qu'est-ce qui se passe si on rentre dans l'horizon? Qu'est-ce qui se passe si il y a une sphère, une masse qui est très très concentrée, il y a cet horizon autour. Qu'est-ce qui se passe si je rentre cet horizon? C'est ce que je vais vous raconter. Je vais vous raconter en détail ce qui se passe quand je m'approche de l'horizon et ce que rentre. Tout ça reste de belles mathématiques, la description d'une étrange situation physique possible.
qu'on ne sait pas si c'est réel ou non, comme je vous dis. Et ça, c'est quand j'ai commencé à étudier tout ça dans les années 70. Mais, bien avant que ça, déjà dans les années 30, un jeune physicien avait été recruté par Bell Laboratories, qui fait des téléphones et qui avait des laboratoires, parce qu'il avait les premières antennes radio, et pour étudier les bruits qui peuvent être de déranger les communications radio. Donc il construit cette grande antenne, c'était un truc en métal long de là à là, plus qu'une vingtaine de mètres, qui pouvait tourner, et il étudie tout ce que l'antenne capte, observe de ondes radio, comme une radio avec une antenne très forte. Alors ça, il regarde ce qu'il arrive à voir, et ça c'est un orage loin, ça c'est le train qui passe, tout qui fait du bruit radio. Mais tous les jours, tous les 24 heures, il y a un signal, un étrange signal. Alors on dit, c'est étrange, tous les jours, qu'est-ce que ça peut être si régulier? Ça doit être un phénomène astronomique, probablement c'est le Soleil. Le Soleil, c'est une énorme fournace qui fait de tout, il y a toutes sortes de ondes électromagnétiques qui sortent, certainement, il y aura aussi des ondes radio qui nous arrivent, donc bon, c'est ça. Mais elle était très précise, donc il continue à l'observer tous les jours et se rend compte que tous les jours, ça décale un petit peu, ça arrive un petit peu avant. Donc, le période, c'est pas 24 heures, mais c'est 23 heures et 57 minutes. Alors, il dit, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce qu'il y a qui peut générer un signal tous les 23 heures et 57 minutes. Donc, c'est pas une chose humaine, c'est pas une chose. Jusqu'au jour, un ami qui fait de l'astronomie, il lui dit, c'est évident, c'est les étoiles. Les étoiles tournent autour de nous chaque jour, non? Si vous regardez la nuit, les étoiles durant la nuit font un tour, mais ils vont pas à la même vitesse que le Soleil, parce que ils vont un peu plus lent, parce que le Soleil se déplace par rapport aux étoiles durant l'année. Et si on regarde exactement combien de temps une étoile fait le tour complet, c'est 3 heures et 57 minutes. Donc le signal vient des étoiles. Première antenne qu'on construit, on capte un signal qui vient des étoiles. Alors, c'est assez surprenant, c'est tellement surprenant, il publie ça, mais la chose est notée. Le New York Times aux Amériques sort avec un article qui dit un signal des étoiles. Alors, toutes sortes de spéculations, ce sont des extraterrestres qui cherchent à nous parler, donc toutes sortes de... et lui, il va à la radio publique américaine, dans les années 30, et il a une transmission dans laquelle la radio met en direct ce bip, tous les 23 heures et 57 minutes, et la personne qui fait l'interview lui demande qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui vient de l'étoile. La personne dit, ça doit être un signal, si ça vient de l'étoile, énormément forte pour que ça arrive jusque nous, parce que c'est la première chose qu'on observe avec une antenne. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'était lui. C'est un trou noir. Finalement, on a 2 images de trous noirs comme ça, bien connues, qui sont sorties dans les journaux. Celui-ci, c'est d'une galaxie très proche de nous. Une autre très similaire, c'est d'un trou noir au centre de notre galaxie. C'est dans la constellation de Sagittarius. Ça s'appelle Sagittarius A étoile. Et Jansky s'appelait ce physicien avec l'antenne, Karl Jansky. Finalement, une fois qu'il a compris qu'il vient de l'étoile, il arrive avec l'antenne à voir de quelle direction ça vient de la constellation du Sagittarius. Et aujourd'hui, on sait que c'est le trou noir. Mais c'est intéressant parce que on a capté le signal de cet objet depuis les années 30 jusqu'aux années 2000 sans savoir qu'est-ce que c'était. Et seulement avec
l'astronomie, le développement et tout ça, on est arrivé à comprendre que c'est un trou noir. Durant ma vie, à commencer de la fin des années 70, 80, etc., de plus en plus, on a eu des évidences que cet étrange objet décrit par les équations d'Einstein, ça existe et c'est les trous noirs. Et finalement, tout ce qu'on mesure des trous noirs, les étoiles qui vont autour, le plasma qui tourne avant de tomber dans le trou noir, les ondes gravitationnelles, ces images-là, tout ça, ça colle parfaitement avec ce qui est prédit par la théorie d'Einstein. Exactement. Okay? Donc, la théorie d'Einstein nous donnait des prédictions d'un objet qui est là, qui existe là. Alors, je vais vous dire pourquoi on voit un anneau. C'est assez intéressant. Alors, trou noir, c'est pas un anneau. Ça n'a rien à voir avec un anneau. Et cet anneau, c'est pas... La lumière vient pas du trou noir. Le trou noir est noir. Fait pas de lumière. Les choses tombent dans le trou noir. Vous le savez, la lumière même tombe dans le trou noir. Rien sort du trou noir. Alors, pourquoi on voit ce rouge? Parce qu'autour du trou noir, il y a des choses qui tournent, comme autour du Soleil, il y a la planète. Enfin, il y a plein de choses qui tournent. Ça, c'est au centre d'une galaxie, il y a plein de choses. Là, il y a la poussière, des planètes, toutes sortes de choses qui tournent et perdent de l'énergie et vont toujours plus vite et tombent dans le trou noir. Et ça réchauffe énormément, ça devient très chaud, ça devient un plasma. Ça fait de la lumière, on voit la lumière. Mais attention, cet anneau, c'est pas un anneau comme les anneaux de Saturne qu'on voit un anneau parce qu'il a un anneau. Non. Ça, c'est un phénomène optique. C'est complètement un phénomène optique. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Imaginez d'avoir le trou noir, il est là, et comme je vous ai dit, il est très lourde et très concentré. Donc, sa gravité est énorme. Tellement forte que la lumière même, elle est attirée par cette gravité. D'accord? La lumière est attirée par la gravité. C'est une des prédictions de la théorie d'Einstein, une de plusieurs. Finalement, c'est la première prédiction de la théorie d'Einstein qui avait été vérifiée assez vite après la publication de la théorie. Donc, ça veut dire que s'il y a une lumière ici, imaginez que là, il y a le trou noir, il y a une petite lumière. On peut la voir directement, mais on peut aussi voir la lumière qui passe à côté du trou noir, fait un tour et vient vers nous. Ok? S'il y a un autre là, on peut la voir, mais on peut aussi voir celle qui fait un tour et vient avec nous. Donc autour du trou noir, il y a tout un cercle où on voit pas seulement la lumière des choses qui sont là, mais aussi la lumière qui a tourné pour arriver là. Et si on fait le calcul, c'est assez simple. On peut calculer à quelle distance du trou noir est ce cercle. Et bien évidemment, si vous m'avez suivi, si je le regarde de l'autre côté, c'est la même chose. Ou si je le regarde par là, c'est la même chose. Donc, de n'importe quelle direction je regarde un trou noir, je veux voir cet anneau. Et voilà, c'est l'anneau. Alors, c'est pas précis, parce que rien dans l'univers est précis, mais ça, c'est l'anneau. Donc, il n'y a pas un anneau là. C'est-à-dire, si je fais un tour autour du trou noir, je vois toujours l'anneau. Okay? C'est un phénomène optique, comme un rainbow, comme on dit, arc-en-ciel. Okay? C'est optique. Si je bouge, ça bouge avec moi. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples assez beaux. C'est-à-dire, avant de le voir, quand les astronomes ont construit cette énorme, pour le voir, c'est une énorme machine, c'est fait de plusieurs télescopes qui sont partout dans le monde, qui fonctionnent ensemble, on savait déjà qu'on allait voir un anneau, parce que la théorie prévoyait un anneau. Donc je me rappelle, parce qu'il y avait mes collègues qui voulaient chercher de faire une photo de trou noir, et qui faisaient des conférences et disaient, si on y arrive, on va voir un anneau, parce que la théorie d'Einstein prédit ça. Et bingo, ils sont arrivés, et on voit l'anneau. Ok? C'est là pour vous dire qu'on connaît tout de la physique, de ce qu'on peut voir, nous, de comment se portent ces trous noirs. Mais ce que je vous ai promis, c'est vous dire qu'est-ce qui se passe dedans. D'accord? Donc, maintenant, on va rentrer. Okay? On va s'approcher et rentrer. Et là, ça devient plus intéressant.
Et alors, personne s'est jamais approché d'un trou noir, mais comme je vous ai dit, on a la théorie d'Einstein, ça marche si bien, donc on y croit. Donc, qu'est-ce qui se passe si on s'approche d'un trou noir? Imaginez que on n'est pas dans un bâtiment Mons en Belgique, mais dans un grand vaisseau spatial, et on part vers le centre de notre galaxie pour aller vers le trou noir. Donc, on y va et on s'approche. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on va voir quelque chose comme ça, sans avoir besoin d'un télescope. On s'approche, c'est plus grand, on va voir une chose comme ça. On s'approche, il y a ce plasma chaud, mais bon, notre vaisseau spécial est assez costaud. On rentre et on s'approche de cet horizon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de l'horizon? Première chose, il se passe quelque chose d'assez étonnant, parce que ça contredit notre usuelle façon de voir le temps. C'est-à-dire, si au lieu de tomber dans le trou noir, nous avons un vaisseau spécial, donc nous avons des moteurs qui nous gardent à une certaine distance. Donc on s'arrête à une certaine distance de l'horizon. L'horizon, c'est comme un mur noir pour nous, d'accord? C'est comme un mur noir. On s'arrête à une certaine distance, et on reste là. Imaginez que durant le voyage, nous étions en contact avec la Terre et on avait les informations qui arrivaient de la Terre. À midi, chaque midi, il y avait le journal qui arrivait de la Terre. Alors plus on s'approche, plus le journal qui vient de la Terre arrive plus fréquemment. C'est-à-dire, au lieu d'arriver tous les 24 heures, arrive tous les 12 heures. Et on va plus proche, arrive tous les 3 heures. Plus proche encore, arrive tous les 2 minutes. C'est-à-dire, si on regarde en arrière, okay, on arrive proche du trou noir, on regarde en arrière, on regarde la Terre, on voit tout ce qui se passe très vite. Comme si la Terre tourne plus vite, les gens pensent plus vite, les choses se passent plus vite. Un jour terrestre, pour nous, c'est quelques secondes. Et si on est encore plus proche, un jour terrestre, c'est une fraction de seconde. Donc on peut rester là 10 minutes et voir ce qui se passe sur la Terre en 30 siècles. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe sur la Terre, comment ça va terminer la guerre en Ukraine, elle est proche du trou noir, et vous regardez et vous allez le savoir très vite. D'accord? Attention, ça c'est pas de la spéculation, ça c'est des choses sur lesquelles nous sommes convaincus avec très grande fiabilité. Il semble étrange. Au contraire, imaginez que vous êtes sur Terre, okay, et vous regardez le vaisseau spatial qui est arrivé là. Ah, bien évidemment, ce qu'on voit, c'est on le voit bouger de plus en plus lentement. D'accord? Donc, si sur la Terre, sur le vaisseau spatial, on envoie un signal tous les jours, sur la Terre, ça va arriver fois par semaine, fois par mois, fois par an, plus s'approche le trou noir. Et si on peut le regarder, si on avait un télescope assez fort, on pourrait voir les gens qui bougent de plus en plus lentement. Et plus s'approche du trou noir, il semble s'arrêter là. C'est pas très étrange si vous y pensez. C'est comme si la lumière, pour sortir de là, prenait plus de temps, le plus on est proche. Non? Donc, imaginez que vous faites un voyage, vous allez de plus en plus proche du désert, et la poste est de plus en plus lente. Donc, vous envoyez chaque jour une petite lettre à votre père, et lui, il le reçoit de plus en plus tard, parce que vous êtes dans un endroit où la poste va plus lente. Donc, la lumière prend plus de temps à sortir quand on est proche du... Ça, c'est la dilatation du temps relativiste. C'est-à-dire, une des choses que nous avons appris grâce à Einstein, et ensuite nous avons de plus en plus compris, et aujourd'hui on expérimente de plus en plus, c'est que le temps passe à des vitesses différentes. Donc, si j'ai une montre, si j'ai 2 montres, je mets une ici et une ici, et je les remets ensemble, celle qui est ici mesure plus de temps que celle qui est là. La gravité de la Terre ralentit le temps. La gravité du trou noir ralentit le temps énormément.
rentrons dans le trou noir, et maintenant, les gens sur Terre ne peuvent pas plus nous voir, parce que notre lumière ne va pas sortir, n'arrivera jamais, jamais. Pour très longtemps, jamais dire jamais. Pour très longtemps, nos amis sur Terre ne vont rien voir. Pour nous, tout se passe régulièrement. Hein? Donc la dilatation de temps, c'est un phénomène relatif. Le temps sur le vaisseau, c'est différent que le temps sur Terre. Mais sur le vaisseau, tout se passe régulièrement. Les gens font petit déjeuner, se lavent les dents, tout est normal. On rentre, on passe l'horizon, rien ne se passe. C'est pour ça que ça s'appelle l'horizon. Non, c'est comme l'horizon sur la mer. Si vous allez sur une colline et vous regardez la mer, vous voyez jusqu'à certaines lignes. Après, on ne voit pas. Mais si vous êtes sur un navire et vous allez, il n'y a rien qui se passe sur cette ligne. C'est pas que sur cette ligne, le monde se termine. C'est seulement qu'après, on ne vous voit pas. Quand on est là, tout est normal. Donc, l'horizon du trou noir, c'est quelque chose que on peut rentrer et on perd le contact avec la Terre. Attention, on continue à voir la Terre. De plus en plus vite, les choses qui se passent. Mais la Terre ne peut plus nous voir. Ça, c'est la dilatation du temps. Maintenant, on est dedans. On a passé l'horizon. Qu'est-ce qui se passe dedans? Alors, dedans, c'est peut-être encore plus surprenant parce qu'il y a de la dilatation de l'espace. Dedans, il y a une autre chose très surprenante. Imaginez que vous êtes dans un trou noir comme celui-là. Alors celui-là, c'est 1 million de fois de kilomètres la surface de cette chose-là. Alors ça, c'est trop. On va dire, on rentre un trou noir comme il y en a plein dans la galaxie qui ont la dimension du Soleil. Donc c'est 1 kilomètre, 1 kilomètre demi, c'est-à-dire le rayon de la sphère, comme ça. Donc on va imaginer que dedans, il y a 1 kilomètre carré. Comme une grosse colline, petite montagne, 1000 mètres, ça. On rentre dedans? Non, c'est beaucoup plus grand. Dedans, il y a plus d'espace de ce qu'on imaginait à regarder du dehors. Parce que la géométrie est telle que cela est possible. Donc, un trou noir, c'est un peu comme cette petite maison, vous savez, dans les fairy tales, comment on dit, les fables, comment dire en français? Fables. Les deux petits frères vont dans la forêt, il y a une toute petite maison, très petite, et ils ouvrent la porte, ils rentrent dedans, il y a des grands espaces, des grands salles, des jardins, d'autres choses, voilà. C'est exactement comme ça, un trou noir. Donc il y a cette surface, mais dedans c'est beaucoup plus grand de ce qu'on s'en imaginait. Et plus précisément, on peut imaginer la forme dedans. Je vais vous donner une image. C'est comme s'il y avait une chose ronde, mais la dimension, si on veut, vers l'intérieur, c'est très très longue. Imaginez un entonnoir. Okay? Il y a un cercle, et si l'entonnoir était plat, à l'intérieur du cercle, il y aurait un disque, comme ça. Non, mais il y a beaucoup plus, parce que ça descend. Donc, un trou noir, c'est comme un entonnoir très 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 long. Okay? Pas seulement très long, mais qui devient de plus en plus long comme le temps passe. Okay? Donc, si on rentre, on trouve cet énorme espace, dans un certain sens. Okay? Et si on rentre, on sait, on va mourir, mais même si on reste dehors, on va mourir. Ça, c'est sûr en tout cas. Donc, on est dedans. On se trouve dans cette longue tube. Et l'autre chose qu'on s'aperçoit, et là c'est un peu effrayante, parce que ce tube, comme le temps passe, devient de plus en plus long, mais devient de plus en plus étroite. Alors pour ceux qui ont des connaissances techniques en relativité générale, ça c'est une foliation particulière pour le décrire, que je trouve c'est la plus claire pour décrire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. L'important, c'est que à l'intérieur du trou noir, c'est pas statique. Ça change continuellement. Si on rentre, l'espace change autour de nous. Ça devient plus étroite et plus longue. Alors attention, les gens disent, dans un trou noir, il y a une singularité. Un point où tout devient infini, et c'est au fond, au centre du trou noir. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas ça. La singularité n'est pas
au bout de ce long tube. Au bout, là, il y a l'étoile qui a formé le trou noir, qui est collapsé, qui est encore là au fond. Singularité, c'est autre chose. La singularité, c'est pas dans un endroit du trou noir, c'est dans le futur. C'est comme si nous étions dans le trou noir, ici, la singularité n'est pas là, dans ce coin. C'est le fait que les parois vont nous écraser à un certain moment dans le futur. Donc, on est dedans. Le tube va de plus en plus s'allonge. Et la théorie de la relativité générale nous dit que ce tube dans lequel on est devient de plus en plus étroite et ça va nous écraser. Et ce tube va devenir une ligne qui, bon, l'espace là-dedans se détruit. Tout ce que je dis jusque maintenant, c'est ce qui est prévu par la théorie de la relativité générale. La théorie de la relativité générale ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe après que tout s'est écrasé. La théorie ne fonctionne pas. Finalement, elle est crédible jusqu'au moment où ce tube est trop petit. Elle devient très petit. Pourquoi? C'est l'introduction que vous avez entendue. Parce qu'on sait d'autres choses de la physique contemporaine. On connaît la mécanique quantique. Et on sait que la relativité générale, c'est pas une théorie finale. Einstein lui-même, il a écrit la relativité générale en 1915 et un an après, il a écrit un article disant attention, ça peut pas être une théorie finale parce qu'il y a la mécanique quantique. Il y a des phénomènes quantiques. Donc ma théorie devra être corrigée pour tenir compte des phénomènes quantiques. Et quand le tube devient très petit, les phénomènes quantiques certainement deviennent importants. Et là, c'est la raison pour laquelle moi, je suis si intéressé au trou noir. Parce que mon travail, toute ma vie, c'était de chercher de comprendre quels sont les phénomènes quantiques appliqués à la gravité, à l'espace-temps. Alors cet espace qui devient très étrange, de plus en plus petit, quand certainement devient quantique. Donc ce que je veux dire maintenant, ce n'est plus ah ben on sait bien parce qu'on a une théorie crédible, blablabla. Mais là ça nous intéresse ce qui se passe parce qu'on ne le sait pas encore, donc on cherche de façon théorique d'imaginer là où nous ne savons pas encore. Et comment nous le faisons? En cherchant d'utiliser tout ce qu'on sait. On connaît la réalité générale, on connaît la mécanique quantique, on cherche de prendre les morceaux ensemble et de dire que va se passer. Donc finalement, là, je suis arrivé où ça m'intéresse. Moi, finalement, ça m'intéresse pas trop ce qui se passe dehors du trou noir, parce que ça a déjà tout compris. Ou ce qui se passe dans l'horizon, ça a déjà tout compris. Mais ce qui se passe à la fin, pas au fond. Quand tout devient plus étroit, là, ça m'intéresse. Parce que là, ce sont des phénomènes quantiques. OK. Et qu'est-ce que nous dit la théorie quantique? Alors, bon, moi, j'ai passé ma vie à construire avec mes amis une théorie quantique de la gravité. Ça nous dit les choses typiques des théories quantiques, qui sont deux. Première, il y en a d'autres, mais deux principales. Première, toute granulaire. Okay, la lumière, ici, c'est pas vraiment une onde qu'on voulait max, elles sont des photons, des grains, donc des petits morceaux de lumière. Alors l'espace aussi, que peuvent faire des ondes, ça c'est ce Einstein nous a appris, les ondes gravitationnelles, doit être granulaire. Donc il y a une structure minimale de l'espace. Il y a une taille des morceaux d'espace, des quantas d'espace. Einstein a introduit le terme quanta de lumière pour les photons. Donc il doit y avoir des quantas d'espace. Ce ne sont pas les gravitons, parce que c'est l'espace lui-même. Le graviton marche dans l'espace, mais l'espace lui-même qui est granulaire. Ça, c'est que la théorie de la gravité quantique dans laquelle je travaille, la théorie quantique à boucle, nous dit sur la réalité. C'est le résultat d'un calcul dans la théorie. Donc, si c'est granulaire, ça ne peut pas devenir trop petit. Il n'y a rien de plus petit que les graines. Donc, ça ne peut pas devenir trop une ligne. Ça doit s'arrêter à un certain moment. Et l'autre chose que nous dit la mécanique quantique, que quand les choses se passent, ne se passent pas de façon parfaitement déterministe. Il y a la probabilité, on peut calculer la probabilité de ce qui se passe. Voilà, donc on a la nouvelle théorie, on cherche à calculer la probabilité de quelque chose qui puisse se passer. Mais qu'est-ce que pourrait se passer?
Je vous donne une suggestion. Les trous noirs sont formés par, en général, la plupart au moins, par des grosses étoiles qui terminent de brûler, et ce qui reste, la chaleur n'est pas suffisante pour les tenir ouverts, leur poids est tel qu'ils tombent. Ils tombent sur le même, ils rentrent dans leur propre horizon, et donc deviennent de plus en plus petits, et ils font cet entonnoir, ces longs tubes dedans. Ils tombent. Et l'espace qui s'écrase, c'est vraiment l'espace qui tombe sur les mêmes à cause de la gravité. Qu'est-ce qui se passe quand une chose tombe et ne peut pas tomber plus que ça? Imaginez un ballon, boum, et après, ils rebondissent. Alors ça, c'est une possibilité. Et ça, c'est exactement la possibilité que la gravité quantique à boucle suggère. C'est-à-dire, vous avez l'étoile qui forme le trou noir, vous avez le trou noir, l'horizon, cette longue tuyau qui devient de plus en plus longue, de plus en plus étroite, arrive au maximum. La théorie classique de la réalité générale ne nous dit pas qu'il se passe. La théorie quantique nous dit quelque chose peut se passer, il peut rebondir et tourner en arrière. Il y a une transformation, un passage au saut quantique. Et après le saut quantique, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe une chose très simple. Si un ballon tombe et rebondit, il se trouve sur la même trajectoire que tomber, vu au contraire. D'accord, si vous faites un film d'un ballon qui remonte en train de rebondir, c'est comme le film du ballon qui va en bas, mais vu au contraire. Donc, ce qui se passe après, c'est comme un trou noir, mais vu au contraire. Un trou noir, c'est une chose qui s'allonge. Vu au contraire, c'est une chose qui revient en arrière. Alors, il se trouve que ça aussi, c'est une solution des équations d'Einstein, ça s'appelle trou blanc. Voilà le trou blanc. Le trou blanc, c'est un film d'un trou noir vu au contraire. Trou noir s'allonge, trou blanc revient en arrière. Et la mécanique quantique peut faire de passage entre l'une et l'autre, là où la réalité générale ne va pas. La réalité générale, ça dit que tout devient infiniment petit. Il n'y a pas d'infiniment petit. Il n'y a rien d'infini dans la réalité. Ça s'arrête au minimum et après ils rebondissent. Donc, la suggestion de la théorie de la gravité quantique, c'est que le trou noir devienne un trou blanc. Si je suis dehors, je regarde tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou noir, à un certain moment, ça devient un trou blanc. Vu du dehors, quelle est la différence entre un trou noir et un trou blanc? Si on regarde les équations, la réponse est assez surprenante, aucune. La différence est seulement dedans. Vu de l'extérieur, c'est la même chose. C'est un horizon qui est attractif, les choses tombent, donc il n'y a aucune vraie différence. Mais la différence est que si je m'approche d'un trou noir, alors vu de l'extérieur, rien rentre, non? Rien rentrer. Mais si moi je m'approche d'un trou noir, je peux rentrer. Je ne peux pas rentrer dans un trou blanc. Et au contraire, je peux sortir d'un trou blanc, mais je ne peux pas entrer dans un trou blanc. Donc tout ce qu'il y a dedans, finalement, peut sortir. Tout ce qui est rentré dans le trou noir, après le passage, peut sortir en tant que trou blanc. On a fait les calculs de voir quelle est la probabilité de ce passage de trou noir et trou blanc. Et les calculs nous disent, finalement ce n'était pas très surprenant, même si au début on n'y croyait pas, mais c'est les calculs, et que le passage peut se faire pour des trous noirs petits, mais pas pour des trous noirs grands. C'est normal. La mécanique quantique, en général, pour les choses grandes, n'a pas de force. C'est sur les choses petites qu'elle a la force. Mais Stephen Hawking nous a appris que les trous noirs grands, si on les laisse isolés, avec un peu de temps, ils deviennent petits. Ça s'appelle l'évaporation de Hawking. Donc voilà qu'on a tous les scénarios. Une étoile qui collapse forme un trou noir. Devient un trou noir, il y a la radiation de Hawking devient de plus en plus petit, très petit, devient un trou blanc. Lentement, les choses sortent. Et c'est la vie complète de ce processus qui est trou noir, trou blanc. Un détail crucial, et peut-être le plus beau de tout. Combien de temps ça prend, tout ça? Imaginez que vous avez 1000
grosse étoile qui termine de brûler, tombe, devient un trou noir, plein de temps, quand elle est isolée, rien ne tombe dedans, radiation d'aucune, devient très petit, trou blanc. Faites le calcul pour une grosse, pour une étoile comme le Soleil, ce sont des milliards d'années. Mais si je tombe dans le trou noir, si on rentre dans le trou noir, je me trouve dans ce tube. Combien de temps ça passe pour moi pour être écrasé? Très peu, quelques minutes pour une étoile comme ça, même moins. Okay? Imaginez que nous, on est rentré dans le trou noir, on se fait presque écraser, mais imaginez que nous sommes très très forts, on ne se fait pas écraser, donc on faut un peu d'imagination. Donc on passe cette saut quantique, on est dans le trou blanc. Quelques minutes. Et maintenant on peut sortir. Quelques minutes. On sort du trou blanc, on est à l'extérieur. Donc le processus entier, dedans, c'est très vite. Mais dehors, c'est des milliards d'années. Donc voilà qu'est-ce que c'est le trou noir. C'est un raccourci pour aller dans le futur. Rentrer là et sortir dans le futur. Même endroit, parce que vu le futur, il y avait le trou noir. Donc là, dedans, il y a quelque chose qui, de notre point de vue, ne bouge pas presque, et qui attend très lentement, quelques milliards d'années, de sortir, mais pour eux, c'est très vite. C'est la dilatation du temps extrême de la relativité générale. Alors, il y a des gens, effectivement, qui doutent ça, et justement, on n'est pas sûr de ça. Je vous ai bien dit avant que c'est une théorie hypothétique qui dit, mais finalement, il n'y a pas de trou blanc dans l'univers. C'est exactement ce que les livres sur lesquels j'ai étudié quand j'étais à l'université disaient des trous noirs. Mais finalement, il n'y a pas de trou noir de l'univers. Donc, ne croyez pas trop aux livres que vous avez à l'université. C'est pas évident qu'ils soient corrects. Je vais terminer avec une autre hypothèse qui est, parce que je veux vous amener à les choses sur lesquelles je suis en train de travailler maintenant, justement dans ces mois, avec mes collègues, mes étudiants, mes postdocs. On est beaucoup excited, comme on dit en anglais, excité, je ne sais pas si en français ça marche bien. On est content. Parce que, alors si cette chose est vraie, cette histoire est vraie, j'espère, et moi j'y crois fermement le lundi, le mardi et le mercredi. Déjà le jeudi, j'ai des doutes, le vendredi, des doutes. Après le lundi, après, je crois. Si cette histoire est vraie, il doit y avoir ces tout petites choses qui sont des trous noirs évaporés déjà, qui sont des trous blancs, mais c'est très petite la bouche, l'horizon maintenant, donc c'est un truc un peu quantique, qui, avant que tout ce qu'il y a dedans sort, sont là dans l'univers qui flotte. Et peut-être il y en a plein, parce que peut-être dans l'univers primordial, il y a plein de trous noirs qui se sont formés. On ne fait que voir de nouveaux trous noirs. On voit des trous noirs, les premiers qu'on a reconnus avec la masse un peu plus grande du Soleil, celui-là a la masse de quelques millions de fois, 4 ou 5 millions de fois le Soleil. Il y a des trous noirs encore plus gros comme ça. Il y a des trous noirs plus petits, intermédiaires. On ne sait pas. On vient de voir un nouveau genre de trou noir tous les 3 mois. Donc, on est encore dans la découverte. C'est formidable. On est au moment de découverte de l'univers. Donc, peut-être, il y en a plein de ce petit trou noir qui flottent. C'est remnant, on les appelait, le reste du trou noir parfaitement évaporé, qui sont des trous blancs maintenant. Et peut-être il y en a plein qui flottent dans la galaxie autour. Est-ce que c'est possible? Waouh! Les astronomes nous disent qu'il y a partout dans l'univers une chose qu'ils appellent la matière noire, qui effectivement pourrait être une poudre de choses petites qui n'ont pas d'interaction électromagnétique, n'ont pas de charge, donc on ne le voit pas, mais qui ont une gravité. Alors, possibilité que, effectivement, de ce reste de trous noirs, il y en a plein, et on les a déjà vus, comme le trou noir vu par Carl Janssen dans les années 30.
On me disait dans les années 60 qu'on n'avait jamais vu un trou noir. C'est pas vrai. On l'avait vu, on l'avait pas reconnu. On l'avait vu depuis 40 ans et personne ne savait que c'était un trou noir. Alors peut-être la matière noire, c'est les petits trous blancs qui sont générés à la fin le dernier article que j'ai publié avec des collègues un peu plus expérimentalistes que moi, un peu plus manip, un peu plus laboratoire, c'est d'imaginer comment faire une machine avec des techniques quantiques. Maintenant, il y a une technologie quantique de plus en plus efficace tous les 6 mois, pour détecter ces petits trucs. Quelle masse aurait-il? La théorie prédit la masse. Qu'il aurait-il? Il avait la masse du microgramme. Un microgramme, c'est comme un petit morceau de mon cheveu. Donc, imaginez des petites choses comme ça qui remplissent l'univers comme ça, qui sont la matière noire, qui sont formées par ce processus incroyable de formation d'un horizon, ce très grand volume qui après retourne en arrière. Voilà. Si c'est possible, si on va les voir, donc, si c'est ça la matière noire, il y a beaucoup de si, on aura une observation forte qui va confirmer toute cette histoire. Si on ne les voit pas, on ne sait pas encore. Pour moi, en tout cas, étudier tout ça, c'est formidable, c'est chercher de regarder dans l'univers où encore on ne voit pas. Il y a plein de choses mystérieuses encore dans l'univers. On ne connaît pas les équations fondamentales du monde. La science n'est pas à la fin de ces journées. On est encore comme des petits gamins en train de se regarder autour et dire « Ah, l'univers, c'est formidable. Il y a plein de choses, on cherche de les comprendre. » Merci. Merci beaucoup. Alors, on va attaquer la séance de questions. Bon, je n'ai qu'un seul micro, donc il faudra un peu de temps. Alors, qui commence? La première question étant la plus difficile. Alors, j'ai un plan B, c'est Claude qui est caché là-bas, donc lui, il va toujours poser une question. Madame, oui? Jusqu'où peut s'étendre un trou blanc dans ce cas-là? Pardon? Jusqu'où peut s'étendre un trou blanc? Et combien de temps ils vont vivre? Ah, le trou blanc. Alors, l'espace dedans d'un trou blanc va diminuer. Il peut être arbitrairement long au début si le trou noir est assez vieux, parce que les vieux trous noirs deviennent de plus en plus longs. Okay? Donc, un gros trou noir qui a évaporé pour beaucoup de temps, il est très très grand, et le trou noir va consommer lentement toute le... Combien de temps ça prend ce processus? On a des calculs qui nous disent plus que ça. Maintenant, récemment, il y a d'autres calculs qui disent plus que ça, mais on ne sait pas, on ne le connaît pas. On a une borne inférieure, et il y a des arguments qui nous disent que ça ne peut pas être moins que ça, mais on ne sait pas combien va durer un trou blanc, ce qui est pas bien, parce que pour comprendre si c'est compatible avec la cosmologie, il faudrait savoir ces choses. On est en train de chercher de comprendre. En tout cas, sa vie beaucoup plus longue que le trou noir, son père. Donc, ce sont des objets qui ont une vie finie, parce que tout est fini dans l'univers, mais très longue. Donc, pratiquement stable à notre échelle. Une autre question? Oui, j'arrive. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question sur la singularité. Si deux objets rentrent dans l'horizon à des moments différents, pour eux, est-ce que la singularité se produit au même moment ou est-ce que chacun va percevoir la singularité à un moment différent? C'est une très belle question. Très belle, parce que c'est une mauvaise question. Avant de faire la relativité générale, Einstein a fait la relativité restreinte, en 1905. Et ce qu'il a compris,
est que se demander si deux événements se passent en même temps ou non, ça n'a aucun sens. On peut dire si un événement se passe après ou avant un autre événement, mais entre ce qui se passe après et ce qui se passe avant, il y a plein qui sont ni après ni avant, et entre eux, il n'y en a pas un spécifique qui se passe au même temps. Donc la notion au même temps, c'est mal défini. Alors, si la question est, est-ce que à l'intérieur du trou noir, les différents, imagine qu'il y a plein de gens là, arrivent à la singularité l'un après l'autre? Non. Le moment d'arriver à la singularité, en termes techniques, ce sont des événements, des relations de type espace l'un par rapport à l'autre. Mais on peut pas dire ils sont tous en même temps ou non. Il n'y a pas de relation causale entre eux. Chacun est écrasé en soi. On meurt seul, tous. Là, une autre question? Oui. Il y a des questions là. Bonsoir. Vu que la formation des trous blancs prend des temps tout à fait gigantesques, est-ce que cette transformation est compatible avec l'âge supposé de l'univers? Donc on pense que le Big Bang s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Est-ce que ces événements-là sont compatibles avec l'âge de l'univers? Oui, elle l'est, mais pour des trous noirs assez petits. Si au début de l'univers, ce qui est possible, il y a des trous noirs très grands qui se sont formés, stellaires ou comme ça, ils n'ont pas eu le temps de devenir des trous blancs. Par contre, le premier moment de la vie de l'univers, qui était très chaud, très agité et très tout, c'est possible, il y a plein de travaux qui cherchent de calculer quels trous noirs peuvent s'être formés à ce moment-là, et donc y compris petits. Et les petits ont tout le temps de devenir des trous blancs et de pouvoir rester là. Cela dit, ce qui manque encore à cet scénario, moi je suis un théoricien, donc je fais la théorie. Qu'est-ce que c'est possible? Ce qui manque un peu, c'est toute la cosmologie de ça. Donc, un scénario cohérente dans laquelle il y a assez de trous noirs qui se sont formés, ils ont eu le temps de devenir petits et peuvent avoir formé toute l'énorme quantité de matière noire que les astronomes nous disent aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des directions sur laquelle est en train de travailler des gens. Moi, je voulais vous demander les petits voyages que font les hommes dans l'univers, qu'ils commencent à faire dans l'univers, sont-ils affectés par cette notion de temps fluctuante? J'entends très mal, désolé. Je ne sais pas si c'est... Les petits voyages. Moi, je suis sourd. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Essayez un peu plus loin. Est-ce que c'est mieux comme ça? Plus loin. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, peut-être. Non, en plus, de la variation de quoi? Ah oui. Merci, pardon. Oui, c'est plus direct. Oui, beaucoup. Alors, il y a deux phénomènes qui changent la durée de temps. Une, c'est la présence des masses. Donc, si je vais proche d'une grosse masse, le temps pour moi ralentit. Et l'autre, c'est la vitesse. C'est-à-dire, si, par rapport à moi, si quelqu'un voyage très vite, retourne en arrière, son temps est ralenti. Et on va voir ça, ce sont des choses qu'on connaît de façon assez claire, assez solide. On voit les effets de ça, on mesure ça, ce sont des effets
en général ceux qu'on mesure assez petits, mais on sait très bien que si un astronaute monte sur un truc, va très vite et revient, il peut très bien retourner et voir ses enfants plus vieux que lui. Comme dans un film célèbre. Ça, c'est de la physique établie. Encore, on l'a pas absorbé, on n'y a pas fait non, on prend du temps à digérer les choses. Non, la Terre tourne. Quand on y pense, oh mon Dieu, quand on voit le soleil qui se couche, des fois c'est très beau, merveilleux, mais c'est encore plus bleu parce que le soleil ne fait rien, il bouge pas, c'est nous qu'on fait ça. Voilà, de la même façon, on a compris que le temps est beaucoup plus riche, la structure temporelle de notre monde est beaucoup plus riche que cette notion naïve que nous avons tous le même temps, tous le même... Non, c'est pas comme ça. Nous avons tous le même temps parce que nous pensons d'avoir tous le même temps pour une raison très simple, que la Terre est petite. Qu'est-ce que je veux dire, la Terre est petite? En général, pour envoyer un signal, n'importe quoi, un rayon de lumière, d'ici à Mars et retour, ça prend des demi-heures. D'ici à une étoile proche et retour, ça prend des années. D'ici à ce truc-là, envoyer un signal et retour, ça prend des milliards d'années. Ça veut dire, si je veux avoir une conversation avec quelqu'un qui est proche de ce trou noir-là, ça va être un peu ennuyante. Je dois attendre, allô, un milliard d'années, allô. Donc, par contre, la Terre, le temps qui prend la lumière sur la Terre, aller d'ici en Chine et retour, c'est moins de ce que nous on perçoit. C'est moins d'une millième de seconde. Donc nous avons l'impression qu'en Chine, les gens sont dans notre même temps. Parce qu'on peut les appeler au téléphone. Comment ça va? Très bien. Ni hao. Mais c'est immédiat. Donc on a l'impression d'être dans le même temps parce qu'on est dans ce truc très petit où la lumière va très vite d'un côté à l'autre. Va plus vite de ce que... Mais c'est notre impression qu'on vit dans le même temps. Dans l'univers, on vit chacun dans son temps. Et on se rencontre, bien évidemment. Mais quand on se rencontre, peut-être pour un c'est peu de temps, l'autre c'est beaucoup de temps. Ok. Bonsoir, j'ai une question concernant qu'est-ce que se passe avec la matière? Oui. La matière, une fois qu'elle est attrapée par le trou noir, est-ce que les particules subatomiques sont complètement détruites? Est-ce qu'on arrive jusqu'au niveau des quarks? Ça, c'est pas très clair. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Et la deuxième partie de la question, c'est concernant la radiation Hawking, comment les particules sont recréées une fois qu'elles sont évaporées de la trou noir. Alors, c'est deux questions différentes, non? La première, je veux faire une distinction entre l'aspect purement théorique et la réalité. La réalité, c'est que quand on rentre dans un trou noir, les forces gravitationnelles deviennent très fortes. Et je veux dire les forces de marée aussi. Donc, les choses sont cassées, sont détruites. Si je tombe, si l'horizon est comme ça, je tombe comme ça, mes pieds vont tomber plus vite que ma tête, et donc, moi, je vais être allongé, je meurs de suite. Okay? Moi, je vais être détruite, les atomes vont être détruits, les noyaux vont être détruits, donc la matière va être pas mal détruite. Donc, en principe, si on avait des choses... si un électron, c'est vraiment, comme on pense, un point, le neutron passe tranquillement, rien, aucun problème à passer de l'autre côté. Mais tout ce qui est en structure va être détruit. Voilà, ça c'est l'intérêt. La radiation de Hawking, c'est un phénomène qui n'a jamais été mesuré. La semaine passée, il y avait sur les journaux des nouvelles sur une mesure qui rassemble la radiation de Hawking. C'est pas vraiment la radiation de Hawking. Ça s'appelle
des expériences analogues. C'est-à-dire, on construit des choses qui ressemblent à ça. Mais c'est pas vraiment ça. Donc, la résolution de Hawking n'a jamais été mesurée. Mais je connais presque personne qui met un doute que quelque chose comme ça doit se passer. Et c'est pas une chose très compliquée, finalement. C'est le fait que la gravité, c'est une force. Et les particules sont des excitations d'un champ, comme les photons sont des excitations de champ électromagnétique. Alors, quand on a une force, il peut exciter le champ et créer des particules. Quand il y a une étoile qui collapse et fait un trou noir, la force autour crée des particules. On fait les calculs, Hawking a fait le calcul premier, les gens ont refait le calcul de 30 façons différentes et on trouve toujours le même résultat. La chose très intéressante, c'est que cette création de particules produit un flux de particules qui sort, qui est parfaitement thermique, qui est en température et qui est en forme très, très particulière. Et donc ça, c'est raisonnable. Et de là, on tire la conclusion que comme il y a un flux de particules qui sort, il y a de l'énergie qui sort, donc l'énergie doit venir de quelque part. Et comme, évidemment, ce flux de particules va avoir une influence sur la gravité elle-même, le champ, le trou noir qui est de l'espace, de la gravité, rien d'autre que ça, va être affecté par ça et donc perdre de l'énergie. Et s'il perd de l'énergie, il devient plus petit. Donc, ça, c'est comment le comprendre, de façon directe, intuitive, physique. Et ça a l'air très convaincant, même si on l'a jamais mesuré. Bonsoir. J'aurais une question concernant les photos de trous noirs. Supposons qu'on puisse les voir de plus près. Est-ce que la photo pourrait être nette ou est-ce que la lumière serait d'office floue parce qu'elle vient de tous les côtés autour du trou noir? J'entends, je comprends rien. Désolé. La photo, oui. Oui. Ah, super. Alors, si je comprends bien, ce serait très net. Si on s'approche, je dirais plus. Si la technique du télescope améliore, cette flou, cette épaisseur de l'anneau devrait devenir plus petit et devrait devenir une ligne assez simple, assez parfaite. Et finalement, si on fait les calculs justes, c'est pas une ligne, c'est une série de lignes très proches les unes des autres. Mais beaucoup plus petit que ça. Si tu cherches sur Internet, tu peux voir des calculs qui donnent la prévision théorique exacte. Donc, si on ne se trompe pas, ça c'est un cercle rouge vu hors feu. Bonsoir. J'ai une question un peu moins théorique. Je voulais simplement savoir, avec les progrès de l'EHT, des détecteurs d'ondes gravitationnelles ces derniers temps, quelle est la découverte sur les trous noirs que vous attendez le plus dans les années à venir? Ah. Oui. Alors, ça me fait plaisir. Il y a plusieurs années, à la radio italienne m'ont dit, qu'est-ce que vous attendrez des astronomes? Moi, j'aurais dit, ce serait merveilleux de voir les ondes gravitationnelles. Et un an après, bingo, ils les ont vues. Donc, j'espère que maintenant ce que je vais dire va se réaliser dans un an. Ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est, comme je n'ai pas d'espoir de temps vite de voir des effets quantiques directement. Donc, évidemment, j'espère qu'on puisse voir ces petites particules.
mais on ne veut pas les voir dans une année. Ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est des trous noirs petits. On a vu des trous noirs un peu plus grands que le Soleil. On a vu des trous noirs 100 fois le Soleil, 1000 fois le Soleil, 1 million de fois le Soleil, 1 milliard de fois le Soleil. Mais on n'a jamais vu de trous noirs petits. Alors, ça pourrait être parce qu'il n'y en a pas, ou ça pourrait être parce qu'ils sont plus difficiles à voir, tout simplement. Et j'espère que c'est la deuxième. Donc, il existe. Que l'univers est plein de trous noirs petits aussi. Parce que ça irait dans la direction de ce que j'espère. Donc, s'il y a des trous noirs petits, il y a beaucoup plus de chances, comme m'avait demandé quelqu'un ici, qu'il y en a des petits trous noirs primordiaux qui sont devenus des trous blancs, déjà. Et donc, il y en a déjà de l'univers de trous blancs. Quand on prend par exemple la théorie de la relativité générale d'Einstein, on a pu la prouver de par de multiples observations. Oui. Comment pensez-vous qu'on pourra prouver les théories sur les trous noirs alors qu'on ne peut pas observer ce qu'il y a dedans ? Mon espoir, c'est que on puisse voir cette petite particule à la masse de Planck. C'est pas impossible. Si dans quelques années on peut monter cette grosse expérience avec ce détecteur de particules, et si effectivement la matière noire a fait des choses comme ça, on a une prédiction précise, la masse de cette particule. Donc si on trouve une particule à cette masse, c'est une masse énorme par rapport aux particules élémentaires. Donc c'est tout autre objet. Et on s'attend de la voir à l'échelle de la gravité quantique, cette échelle particulière qui dépend de la constante de Newton et de la constante de Planck. Donc si on la trouve, c'est un bingo. Ça veut dire que toute cette chaîne d'arguments et de constructions théoriques a amené à quelque chose de bon. Après, tu sais, la réalité générale d'Einstein, pour des décennies, avait finalement résultat expérimental prévu, la déflexion mesurée par Eddington de la lumière à côté du Soleil. Il y avait deux autres choses, mais le Mercure, le changement de la périhélie du Mercure, c'est quelque chose qu'on connaissait avant. Donc finalement, Einstein avait retrouvé un nombre déjà mesuré. Alors, retrouver un nombre déjà mesuré, c'est pas faire un calcul, 30 000 hypothèses sur l'univers pour arriver à calculer 42,2. Bon. L'autre chose, c'était le redshift. Mais le redshift, c'est une conséquence de choses beaucoup plus simples. Donc finalement, la réalité générale n'avait pas de forte pour des décennies. Après, d'un coup, on a commencé à voir tous les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'expansion de l'univers, mesurer dans le laboratoire le changement du temps. Donc maintenant, on a une énorme support expérimental de la réalité générale. Énorme, colossal. Mais c'est très récent. C'est les derniers 20 ans, 30 ans. Donc, hélas, ça prend du temps. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question aussi. Imaginons, on lance un objet dans un trou noir. Oui. Est-ce qu'un trou blanc, c'est un prolongement du trou noir, et du coup, un objet, ce même objet ressort dans un autre endroit de l'espace-temps, ou bien est-ce que cet objet repart, on va dire, retourne au point de départ? Alors, la réponse simple, ça rentre dans le trou noir et ça sort du trou blanc. Ça, c'est la réponse simple. Donc, tu rentres dans le trou noir, tu passes par le saut quantique et tu sors d'un trou blanc. Pourquoi je dis c'est une réponse simple? D'abord parce que tout va être détruit. Donc, on n'a pas un espoir d'envoyer un bouquin et sortir du trou blanc et continuer à le lire. Mais aussi parce que c'est un peu plus compliqué de ça, parce que un objet en masse, la radiation de Hawking amène de l'énergie dehors, et la radiation de Hawking est une énergie négative qui rentre et qui va s'annihiler avec l'énergie positive des choses dedans. Donc finalement, ce qui reste dedans, c'est l'information de ce qui est entré, mais pas l'énergie. L'énergie est sortie avant avec la radiation de Hawking. Donc, en principe, on pouvait, de ce qui sort en principe,
de ce qui sort du trou blanc, reconstruire ce qui est entré dans le trou noir, mais seulement reconstruire ce qui était, non pas récupérer l'énergie de ce qui est entré. Bonsoir. J'aurais une question par rapport à la transition de trou noir à trou blanc lors de la vie du trou noir. Vous avez parlé de saut quantique. Est-ce que vous pourrez un peu m'éclairer là-dessus? Donc la transition d'un trou noir à un trou blanc. Le passage. Oui, le saut. Alors, oui, merci pour cette question. On a une solution des équations d'Einstein avant et une solution des équations d'Einstein après. Et la question est qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et là, il y a tout le mystère de la gravité quantique, de la mécanique quantique. D'accord? En mécanique quantique, on sait calculer, donner quelque chose, qu'est-ce qui se passe après, la probabilité de ce qui se passe après. Mais on n'arrive pas à faire une visualisation de ce qui se passe dedans. Ça, c'est la mécanique quantique, est caractéristique. Par exemple, ce passage est similaire à ce qu'on appelle l'effet tunnel en mécanique quantique. L'effet tunnel, c'est on a une paroi, une particule qui n'a pas assez d'énergie pour passer, classiquement, mais de façon quantique, il y a une probabilité qu'elle passe de l'autre côté. On fait un calcul et ça marche, on fait des mesures comme ça. Donc il y a la particule ici, la particule là. Mais comment elle va d'une partie à l'autre? On n'a pas vraiment une description d'une trajectoire de la particule de l'une à l'autre. On peut dire, il y a une fonction d'onde qui est une superposition de beaucoup de trajectoires. Donc on a cette onde qui arrive, fait des choses compliquées. Mais la fonction d'onde, c'est une superposition de beaucoup de possibilités. La particule pourrait être ici. Alors si je fais la même chose, j'ai un espace-temps, j'ai un autre espace-temps, et entre les deux, j'ai une fonction d'onde d'espace-temps pluriel. Donc j'ai une superposition quantique de plusieurs espaces-temps. C'est ça la beauté de la gravité quantique. Ça ne se passe pas dans l'espace, ça ne se passe pas dans le temps, mais c'est ça décrit des transitions de quelque chose de relativement simple à quelque chose de relativement simple à travers des superpositions d'espace-temps différentes. C'est comme si on sort du espace, on sort du temps et on retombe dans un autre espace, dans le temps. Oui, bonjour. Dans la gravité quantique à boucle, cette théorie prédit que les surfaces et les volumes sont quantifiés. D'accord? Merci. Oui, absolument. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être un peu expliciter cette propriété? Et je ne vois pas le lien nécessairement entre la gravité quantique à boucle et votre description des trous noirs. En quoi cette théorie peut permettre de mieux comprendre les trous noirs? Alors, oui, je ne suis pas rentré dans les détails, mais la quantification de l'air et du volume est cruciale dans toute cette histoire. Et finalement, quand il y a la radiation de Hawking, l'horizon devient de plus en plus petit, okay? Mais pas de façon continue. Il saute de valeur à l'autre, discret, possible, de l'air de l'horizon. Et quand il arrive au dernier, qui est dernier positif, dernier non zéro, il s'arrête là. Parce qu'il n'y a rien entre ça et zéro. Et c'est ça qui donne la prédiction de la masse de ce qui reste après le trou noir. Parce que c'est exactement la quantification de l'air de l'horizon. Alors pour terminer, on pourrait passer toute la nuit à poser des questions. On a Dino qui a 10 ans, qui a une question à vous poser. Ah, bonjour. Est-ce que c'est possible qu'un trou noir en aspire un autre? Est possible qu'un trou noir... Qu'un trou noir en inspire un autre. Qu'un trou noir attrape un autre trou noir. Ah, super, oui. Bravo. Est certainement possible. Et donc, on devrait être capable de décrire ce qui se passe dedans, quand il y a une dedans l'autre. Mais c'est très compliqué. Et on n'est pas capable de visualiser ou de faire des calculs pour voir comment ça se passe. Mais oui, bien sûr, un trou noir peut manger un autre trou noir.
Et après, il y a un trou noir dans un trou noir. Donc l'intérieur doit être très compliqué, comme un arbre, qu'il y a un toyau et un autre toyau qui sort, un truc comme ça. Voilà, on va arrêter là. Donc, avant d'applaudir une dernière fois Carlo Rovelli, je vous rappelle qu'on a la librairie Scienza qui est dans le couloir avec tous les bouquins de notre invité et d'autres aussi, et que Monsieur Rovelli a accepté donc de signer une dédicace. On la fera dans le couloir. Donc, mille merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un peu compliqué.